Presque juif. Un podcast d'Academ par Ruben Honigman. Je ne me suis jamais tellement intéressé à l'antisémitisme. Si des gens n'aiment pas les juifs, tant pis pour eux. En revanche, ce qui m'intrigue, ce sont les autres. Ceux que le fait juif arrête, qui y trouvent quelque chose qui leur parle, les émeut et les bouleverse. Je vais à la rencontre de ceux que j'appelle des compagnons de route du peuple juif. Ils n'ont pas d'ascendance juive, ne cherchent pas à se convertir au judaïsme et ne sont pas non plus ce qu'on appelle communément des philosémites. Ils se tiennent sur le seuil sans jamais le franchir. Ensemble, nous essayons de refaire leur chemin à l'envers, évoquer une rencontre, une lecture, un appel, démêler les méandres d'une trajectoire à laquelle rien, en apparence, ne les prédisposait. J'interroge leur choix de vie, animé par l'intuition que s'il existe un mystère juif, c'est peut-être par la marge qu'il convient de le sonder. Aujourd'hui, nous sommes reçus par Dominique Bourrel. Dominique Bourrel, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? C'est très simple. Alors, j'ai 72 ans, je suis né en 1952. Je viens d'une famille catholique assez traditionnelle et j'ai fait des études de philo, d'histoire de religion et de langues anciennes, comme on dit. Et j'ai fait toute ma vie, et un peu plus, au CNRS, où je me suis occupé d'histoire juive allemande. Et donc, non pas de Shoah, non pas de catastrophe, mais au contraire, l'histoire des Juifs heureux, l'histoire des prix Nobel, l'histoire des gens qui avaient réussi, qui continuent de réussir d'ailleurs. Et vous vivez... Alors, je vis entre Jérusalem et Paris quand je suis pas à Berlin. Et vous parlez l'hébreu. Et je parle hébreu. J'ai enseigné à l'université hébraïque de Jérusalem, j'ai enseigné à l'université de Beersheva, et j'ai appris l'hébreu comme on apprend l'hébreu dans un ulpan à Paris, et puis après à l'ulpan Etzion à Jérusalem. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu dans quel milieu vous avez grandi ? Alors j'ai grandi justement dans un milieu assez ouvert, assez tolérant, comme sont d'ailleurs ces familles de catholiques, où comme ils sont persuadés d'avoir la vérité, il n'y a pas beaucoup d'agressivité, ni de bêtises, ni contre les protestants, ni contre les juifs, mais on n'en parle pas, c'est pas intéressant. Et je dis souvent à mes étudiants qui me demandent justement le rapport avec le judaïsme, je dis chez moi on parlait même pas des protestants, alors encore moins des juifs, sauf que j'ai appris... je sais pas, quand j'avais 15 ans ou 16 ans, que les grands-parents avaient sauvé les Juifs. C'est-à-dire qu'il y a un curé à Lyon qui est arrivé avec 2 enfants et qui a dit ceux-là, il faut qu'ils disparaissent. C'est les grands-parents de quel côté, ça ? C'est les grands-parents paternels. D'accord. Et les grands-parents maternels, ceux-là, ils viennent du Vercors, de Lyon, etc. Donc là aussi, il n'y avait pas beaucoup de faux pas, parce que c'est des endroits quand même où c'était bien sûr plein de résistants, plein de maquis, etc. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de gens du mauvais côté. Il y en avait certainement. Une fois, j'ai demandé quand même à ma mère si elle n'avait pas de ses copines qui avaient été tondues, etc. Elle m'a fait une réponse élégante, évasive et polie, en disant si, on savait très bien qui était du mauvais côté, mais du genre pas de ça chez nous, quoi. Mais encore une fois, c'est une conduite pas héroïque, c'est pas tellement le cas. Quand même, les deux risquaient gros, comme toujours, quoi, puisque mon grand-père paternel avait, lui, fait la guerre de 14, était de nouveau prisonnier à la Deuxième Guerre, avait été échangé en tant que père de famille nombreuse, etc. Ils habitaient Lyon, ces gens-là. Donc là, ça rigolait quand même pas. Mais ça s'est vraiment fait comme ça. Et une fois, je suis allé féliciter, alors quand j'étais plus grand, quoi, c'est-à-dire, je sais pas, j'avais plus de 20 ans, plus de 30 ans, je suis allé féliciter ma grand-mère. Et ma grand-mère m'a dit, mais tu sais, ça aurait été des Arméniens, des Colombiens, ou des gens comme ça, puisque le curé était avec, de toute façon, on avait bien compris le message. Et ce sont des catholiques des deux côtés de la famille. Absolument, absolument, des catholiques et convaincus, quoi. Alors après, forcément, quand on grandit, quand on se renseigne, et puis avec un type comme moi et comme d'autres, au fur et à mesure, on doit mettre pas seulement de l'eau dans le vin, parce que je crois que c'est pas tellement le cas, mais ils sont venus comme les catholiques de cette génération, plus ouverts, avec des meilleures connaissances. Et moi, je me souviens, comme j'avais un père excellent germaniste qui parlait très bien l'allemand, parce que j'ai habité donc longtemps en Allemagne. Vous êtes né en Allemagne ? Oui, je suis né en Allemagne. Et donc, je faisais traduire Husserl à mon père, qui lui était eurocrate, était d'ailleurs assez éloigné de la philosophie. C'est quoi un eurocrate ? C'est quelqu'un qui travaillait à Bruxelles.
Il était à Bruxelles et il a construit l'Europe comme ont fait une grande partie de cette génération. Comme beaucoup de ces chrétiens sociodémocrates. Absolument. Et donc, je lui faisais traduire. Il me disait, écoute, je comprends pas, mais voilà ce qu'il y a dans le texte. Vous parliez déjà allemand, vous? Alors, pas très bien, mais j'avais fait allemand première langue et surtout j'étais né en Allemagne parce que justement les parents venant de ce background comme ça faisaient du rapprochement franco-allemand de 48 à 58. Donc moi je suis né à Offenbourg, qui comme vous savez non seulement était la ville de garnison de Johnny Hallyday, mais était en plus dans la zone française, et que du coup ces choses-là étaient, comme vous le dites très bien, à base de catholiques, le père Duriveau, le Bild, documents, etc. Et après on a eu les premières babysitters allemandes et les correspondants et correspondantes de mes petites sœurs allemandes aussi. Donc on a toujours eu ce genre-là, et je suppose que pas bêtement, mais je suppose que j'ai pas voulu justement faire, parce que chez moi, alors dans ces familles-là, on parlait que de Normal Sup, de l'ENA, de Sciences Po, etc. Et pour moi, la rue d'Ulm aurait été plutôt la rue des ULM, quoi, hein, parce que, parce que quand vous avez 15 ans, j'avais 2 buts dans la vie. L'un, c'est d'être gardien de but de l'équipe de France, et l'autre, c'était d'être bassiste de Johnny Hallyday. Donc, si vous voulez, c'était vraiment loin de toutes ces choses-là qu'on me faisait faire, parce que comme j'étais le fils aîné, qu'il y en avait encore 4 derrière, fallait montrer l'exemple, etc. Puis de toute façon, il fallait bien avancer. J'ai redoublé un nombre de fois la classe de manière incroyable, mais là, il y a une histoire déjà très intéressante. J'ai été mis dans une espèce de boîte à bac qui était dirigée par le père de Jean-François et d'Axel Kahn. D'ailleurs, Axel Kahn a fait un livre là-dessus qui s'appelait Jean Dessertaines. Jean-François Kahn de Marianne. Voilà, Kahn, absolument. Et Axel Kahn, le biologiste. Absolument. Et Dessertaines, c'était son nom pendant la Résistance, puisqu'il s'appelait Kahn. Alors à chaque fois, il vous dit, on était des bons catholiques, ce qui est probablement vrai, mais comme chacun dit, et surtout Claudel, il n'y a pas assez d'eau dans un océan pour convertir un juif. Et donc j'avais passé 3 ans dans cette espèce de boîte complètement loufoque, absolument extraordinaire, dirigée par ce type qui s'est suicidé d'ailleurs après, qui était en même temps philosophe, littéraire, helléniste, et il avait une idée qui était pas sotte d'ailleurs, que j'ai continué de garder, de penser qu'en fait, le problème, c'est pas les élèves, c'est les profs. C'est-à-dire? C'est les profs qui font pas le poids. Non pas que les élèves sont plus forts que les profs, mais il instillait ça de manière... Alors, le seul problème, c'est qu'il nous l'avait dit. Alors donc forcément, dès qu'on avait une mauvaise note, on prenait un air un peu contrit, on allait taper sur l'épaule du prof en disant vous voyez bien, vous êtes pas au niveau, quoi. Je voulais revenir à vos parents. Vos parents sont des catholiques pratiquants? Absolument. C'était pratiquant. On disait le Benediciteata. Moi, j'ai été louveteau, scout, enfant de chœur, grand clerc. J'ai terminé les burettes de vin de l'aumônier scout. Enfin là, ça a rien d'original. Donc c'est un catholicisme classique. Absolument. Absolument, traditionnel, mais vous voyez avec des... Bon, je devrais pas le dire, c'est pas grave, parce que mes frères et sœurs vont pas être contents, mais moi j'ai un frère, le numéro 2 derrière moi, parce que c'était la méthode Ogino, hein, donc c'est 52, 53, 54, une petite pause, puis là les enfants, ça y allait. Donc vous êtes 5 dans la famille. On était 5, et moi j'étais le fils aîné, le responsable de tout, qui devait donner l'exemple, etc., etc. On voit ce que ça donne. Ouais. Et donc là, mon frère est mort en un quart d'heure d'une rupture d'anévrisme, à 30 ans, et sa femme était médecin. Elle l'est toujours d'ailleurs, heureusement, elle a refait sa vie, et à ce moment-là, on a dit, on va faire les dons d'organes. Et mon père, malgré sa culture, malgré ça, il a eu un petit moment d'hésitation, en disant, et au moment de la résurrection, etc. Oui. C'est ce catholicisme-là. Ce catholicisme-là. Alors, puisque c'était la femme de ce frère-là, qui était médecin à la Pitié, anesthésiste de Cabrol, etc., a dit, bon, pas de ça chez nous, bien évidemment, et on a donné, parce qu'en plus, il avait 30 ans. Je veux dire, donc à ce moment-là, il y a tout qui marche. Vous étiez proche de ce frère? C'était celui d'un an après. Ouais. Donc je veux dire, bien sûr, on avait la même chambre, on se voyait. Bon, moi j'étais parti assez vite après en Allemagne. Hein, lui a continué d'habiter Paris. Après, moi j'ai passé 5 ans à l'étranger. J'ai passé 4 ans en Allemagne et puis 1 an aux États-Unis. Et après, quand je suis rentré, je suis entré au CNRS. Et donc dans votre enfance, il y a déjà une certaine familiarité avec le monde biblique, par exemple? Ouais, à peine, hein, parce que les catholiques de l'époque, vous savez, ce monde biblique, comme je dis maintenant pour faire marrer mes étudiants, si vous mordiez l'hostie, c'était l'enfer. Éternel, les peines éternelles. Donc, si vous voulez, bon, ça n'a pas joué un très grand rôle. On peut dire que ce sont des gens croyants. Absolument. Non, ça, c'est des gens croyants.
Ouais. Ça, c'est absolument... Et pas ça forcément plongé dans les textes. Et pas dogmatique, absolument. Alors, ils avaient après une communauté, ils faisaient des lectures bibliques ensemble avec des copains, avec des gens. Ils sont allés à Jérusalem 2 ou 3 fois, ils faisaient des pèlerinages, etc. Non, on a tous, par exemple, ça va vous faire rire, nos prénoms sont Dominique, Bernard, Claire, Bruno et Chantal. Oui. C'est que des fondateurs d'ordre. Et longtemps, comme blague d'ailleurs, quand on revenait à la maison en disant, tiens, on a une copine qui vient d'avoir un enfant ou qui vient d'avoir ça. Alors, on disait le prénom, et plus ça allait, plus c'était des prénoms baroques, bien évidemment. Et ma chère mère, à chaque fois, disait, mais il n'y a pas de saint pour ce nom-là. Tu vois? Il dit, mais si, t'inquiète pas. Et vous, ça vous parlait, le catholicisme? Ça parle jusqu'à 17 ans, 18 ans, puisque quand vous êtes louveteau, quand vous êtes scout, vous avez la messe tous les dimanches, vous avez les copains de caté. J'habitais rue José-Maria de Heredia et rue de Bellechasse, et donc ça, c'était ça, c'est votre bain d'enfance. Oui, absolument, absolument. Et les copains venaient de là, les copines aussi, ce qui était un peu embêtant, justement, parce que il y avait là, alors, faut faire attention quand on en parle maintenant. C'était bien évidemment jamais avant le mariage, etc., etc. Ah oui. Alors bon. Et à 17 ans, il se passe quoi, alors? Pourquoi ça vous parle plus à 17 ans? Parce que justement, probablement à cause des scouts ou d'arriver à un moment comme ça, un peu entre-temps, je jouais dans un orchestre, etc. Donc là, vous allez moins à la messe. Et puis, je peux même pas arguer d'une lecture qui m'aurait bougé, etc. Parce que c'était même pas du tout le cas. D'accord. Après, j'ai commencé à lire Nietzsche, etc. C'est pas un désintérêt intellectuel, c'est pas une critique de fond, c'est juste un éloignement. Pas du tout, absolument. Et un éloignement, j'allais dire biologique, et simplement parce que j'avais 17 ans et 18 ans. Il y a autre chose dans lequel vous baignez dans votre enfance, ce sont les livres. Absolument. Parce que votre mère ne vient pas de n'importe quelle famille. Absolument. Vous pouvez nous raconter un peu ça? Absolument. Alors ma mère s'appelle La Fuma, elle vit encore, elle a 97 ans, elle a été bibliothécaire, elle a fait beaucoup de reliures, etc. Et c'est une famille du Dauphiné, de Voiron dans l'Isère et de Grenoble, donc, parce que ils faisaient de la pâte à papier, qui s'appelle encore aujourd'hui La Fuma, ça n'existe plus, bien évidemment. Mais c'est très connu. Voilà, on a encore le Velin La Fuma. C'était une famille d'érudits, d'intellectuels. D'ailleurs, mon cher père disait toujours, quand on arrive en vacances dans cette famille-là, on parle de la famille. Parce qu'on était 1000. Ah oui. Vous comprenez? Quand vous faites des cousinades et puis la méthode Ogino, vous multipliez tout par 5, et que vous avez déjà eu 5 enfants, donc ça fait vite beaucoup. Et donc, il y a toujours eu des livres à la maison. Vous étiez entouré de bouquins, parce que là, les gens qui nous écoutent ne voient pas forcément, mais les murs sont remplis de livres. Non, c'est des vraies métastases. Dans la maison de vacances, il y avait une bibliothèque, il y avait le masque mortuaire du grand-père, etc. Et mon arrière-grand-père, donc, a fait une édition de Pascal, qu'on cite encore, Pascal édition La Fuma, parce que il pensait, je crois que c'est vrai, il avait retrouvé un plan vous savez que les pensées de Pascal, on se bagarre un peu sur le plan, et il avait retrouvé un plan des pensées de Pascal. Et il avait retrouvé surtout, c'était un chineur, il avait retrouvé la machine à calculer de Pascal. Et donc, si vous voulez, c'est des types, ils avaient 11 enfants et ils étaient rentiers à partir de 30 ans. Et donc, il allait voir ses copains, Gallimard, machin, et trucs. Et ça va vous amuser, mais je suppose que vous connaissez l'histoire. Son père à lui était l'éditeur Émile Lafuma, qui a fait tout simplement la première édition française du Zohar. Ah bah voilà, on y est. Bien évidemment. Bien. Et vous lisiez beaucoup, enfant? Pas du tout. Pas du tout. J'étais interdit de bande dessinée parce que il appelait ça de la littérature de bulle. Puis j'étais nul, moi. Je suis un ancien dernier de classe. D'habitude, je suis avec des premiers partout. Donc ces gens-là, ils lisent. Moi, jamais. Non, mais j'exagère à peine. Quand est-ce que vous vous êtes mis à lire, alors? Dernière terminale. Parce que j'en ai fait beaucoup. Dernière terminale. C'est quand j'étais à Sainte-Croix-de-Neuilly, où j'ai eu 2 profs d'ailleurs extraordinaires. Le prof de philo, Eugène de Tappe, et Rezé, son prénom va me revenir tout de suite, et qui étaient des professeurs absolument extraordinaires. Ils vous ont fait lire quoi? Là, ce qui était au programme, comme les cons. Et ça vous a intéressé? Voilà. Donc votre première rencontre avec les livres, avec les textes, en fait, c'est par la philosophie. Absolument. C'est tout de suite dans les idées, dans la pensée. Absolument. Et surtout, c'était une manière de regagner un peu d'estime, probablement aux yeux de mon père, qui n'aurait jamais payé ni une guitare électrique, ni une moto. Mais en revanche, alors les budets, les trucs comme ça, alors là, ça y a été... Alors à quel moment est-ce que vous avez rencontré les Juifs? Alors ça, c'est une très bonne question. Je pense quand même que c'est Lévinas, parce que les autres, on ne le savait pas. Mais le premier identifié comme ça, c'était Lévinas, donc en 3e année de philo. Donc c'est votre prof à la fac? Absolument. Parce qu'on le disait pas, on n'en parle pas. D'abord, ça n'intéressait personne. Tout le monde s'en foutait, en tout cas chez nous. Et alors, quand il y a cette rencontre avec Lévinas, il se passe quoi pour vous? Alors là, j'ai vu que ce type était un peu hors norme, et lui-même
parlait un peu, c'était en même temps Lévinas et Huysmans, c'est-à-dire que par Huysmans et l'allemand philosophique en France, ça commençait à parler, je dis ça, c'est comme disent les analystes, de Walter Benjamin, de Derrida, de Paul Celan. Donc c'est le zeitgeist, voilà, un peu, c'est quelque chose dans l'air. Absolument, ça faisait beaucoup de juifs là-dedans. Alors mes copains, forcément, les rares qui savaient l'allemand et les rares qui savaient l'hébreu, et les rares qui savaient et l'allemand et l'hébreu, ils faisaient que de la Shoah. Donc là, moi, je suis beaucoup trop sensible pour faire ça. C'est-à-dire? Et c'est la raison pour laquelle, mais moi, vous me donnez une page 4 de couverture, je lui ai pas dit au revoir, etc. J'ai besoin de prendre, non pas du Temesta, parce que ça fait l'effet inverse, mais un truc pour soigner la dépression. Ça vous bouleverse, quoi. Absolument. Encore aujourd'hui. Alors j'en reçois, j'en lis, j'étais dirigé 1 ou 2 fois parce qu'on avait besoin d'une potiche du CNRS, donc les tests sur Treblinka, les trucs comme ça, c'est épouvantable. Donc vous évitez ça, absolument, en fait. Absolument, ouais. J'évite ça. Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi, c'est un peu le leitmotiv de vos 40 les ans Juifs de recherche sur les Juifs heureux? Absolument. Quand ils ont fait à l'Institut Mendelssohn à Berlin quelque chose pour mes 60 ans avec l'ami Schulte, ils ont dit, on fait un colloque pour les 60 ans de Bourrel, et ça va s'appeler les Juifs heureux. Donc, il n'y aura pas un exposé sur la Shoah, à peine sur l'antisémitisme, et faites-nous des exposés. Alors, Schoeps a trouvé le boxeur qui a eu la médaille d'or, machin a trouvé le truc. Alors, c'est un peu une pause, naturellement, hein. Mais du coup, ce qui m'a beaucoup aidé à défricher des choses dont les gens avaient jamais entendu parler, bien évidemment. Et ici, et en Allemagne. Parce que là, il y a un effet, et encore aujourd'hui. Alors, c'est beaucoup plus difficile maintenant avec ce qui se passe, etc. Mais à mes étudiants allemands, à chaque fois, dès qu'il y avait un type qui disait « Ah, mais on voudrait faire une thèse là-dessus », j'ai dit « Mais allez à la porte à côté. Moi, c'est pas mon truc. » C'est quelque chose que j'ai toujours un petit peu subodoré chez vous. C'est-à-dire que vous êtes connu comme on s'ennuie jamais quand vous êtes invité dans un colloque, n'est-ce pas? Vous avez cette vitalité, vous faites beaucoup de blagues, mais j'ai toujours subodoré aussi ce côté chagrin. C'est-à-dire qu'en fait tout ça vous bouleverse profondément. C'est épouvantable cette histoire-là. Et c'est précisément pour ça que vous avez jeté votre dévolu sur l'autre pan de l'histoire dont on parle jamais assez, selon vous, c'est la joie d'être juif. Voilà. Et en plus, le côté... Et allemand. C'est pour ça que j'ai pas grand-chose pour me défendre. Parce que moi, les Allemands qui m'intéressent, c'est les Juifs, et les Juifs qui m'intéressent, c'est les Allemands. J'exagère un peu, bien évidemment. Et d'ailleurs, de temps en temps, quand je fais un peu de coquetterie, je parle hébreu avec un accent de yéké, avec un accent allemand. Ah, ça les rend dingues. Mais ça, c'est parce que j'ai appris l'hébreu après à Heidelberg. Parce que ce qui était très intéressant dans cette université allemande à l'époque, dans les années 74, 75, 76, 77, 78, c'est que là, ils ont découvert ça. Moi, j'ai assisté. On a commencé, parce qu'avant, c'était une science secrète. Une science secrète. Personne ne savait de quoi on parlait. Il y en avait un ou deux, sauf ceux qui faisaient de la Shoah, bien évidemment. Mais il y en avait un ou deux qui faisaient du Paul Celan. Les germanistes connaissaient un peu Walter Benjamin, et Huysmans et Jean Bollack, qui étaient des philologues et qui étaient des spécialistes de grec, nous ont appris que la plupart du temps, une grande partie des hellénistes et après des orientalistes étaient des juifs, pour toute une série de raisons fascinantes qu'on va pas développer aujourd'hui. Donc en fait, ce qui vous intéressait, vous, c'était ni vraiment juif, ni vraiment allemand, c'était le nœud judéo-allemand. Voilà, absolument. Ou les deux. Parce que vous dites ni vraiment juif, ni vraiment allemand, mais si. Mais si, c'est comme une ellipse, c'est comme une rencontre, c'est une passion. Alors c'est pour ça, le vieux Gershom Scholem aimait pas qu'on parle de symbiose, parce que c'est vrai, ça a un côté médical. Alors parlons d'une passion, dans les deux sens du terme. Parce que ça a été jusqu'à la passion. À quel moment est-ce que vous avez mis le nez là dans cette histoire judéo-allemande? Très vite, à ma maîtrise à Heidelberg. Parce qu'on publiait là un livre absolument central, qu'on a publié après en français, et moi j'y suis pour rien, qui était le livre de Hans Mayer qui s'appelait Les Marginaux, Die Außenseiter. Et ce livre analyse, c'est un livre de poche, analyse les homos, les juifs et les femmes dans la culture dans la culture européenne. Et c'est un type absolument extraordinaire. C'était à l'époque, ça a dû paraître en allemand chez Surkamp, 74-75. Et donc là, c'était le truc à avoir. Si vous l'aviez pas sous le coude, vous rentriez pas dans un bar ou dans une boîte de nuit. Et ce livre, il vous a touché? Absolument. Et je l'ai relu là, parce que ça faisait un truc qui déclenchait tout ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que je fais encore quand vous allez partir, quand vous êtes revenu, quand vous êtes machin, etc. C'est un tel océan. Est-ce que vous sauriez restituer ce qui, chez Lévinas, vous a saisi? Ah ben, c'était sa culture allemande et sa culture juive. C'est-à-dire qu'on voyait bien comment il jouait. J'avais même pas besoin, du coup, d'aller à l'autre cours.
Parce qu'il ne parlait jamais, il nous cassait les pieds avec la tradition philosophique française, Mène de Biran, Jean Nabert. Alors, ils disaient, écoutez, non, ça va. Ça, alors vraiment, nous, c'est pas notre truc. Notre truc, c'est Hermann Cohen, Franz Rosenzweig. C'était du lourd, vous comprenez? Maintenant, c'est un livre de poche. Maintenant, les gens savent pas de quoi on parle. Mais à l'époque, c'était un truc inimaginable. On peut même pas trouver les livres. Et même les Allemands. Quand j'ai fait mon premier séminaire sur Hermann Cohen à Berlin, Institut für Judaistik, j'ai dit photocopier, il n'y avait pas les livres. Il photocopier l'édition de 1930. C'est votre culture. Les achetez pas au prix coûtant. Et aujourd'hui, c'est rigolo, c'est le charme de la vieillesse. Vous avez des gens qui le rappellent dans les colloques. Il y a pas longtemps, Gesine Palmer qui disait, on lui demandait mais comment vous êtes arrivé dans ce truc, etc. Alors elle s'est retournée très gentiment vers moi. Elle m'a dit mais voyez, il y avait un Français là qui faisait en allemand un cours là-dessus dans les années donc c'est 81, 82, 83 sur Hermann Cohen. Très vite, comme j'ai fait ma maîtrise sur Moïse Mendelssohn déjà, et après il a fait la préface de ma traduction de Mendelssohn sur Jérusalem. Donc là, je suis venu le voir une ou deux fois, et après, il a fait quelque chose qui a été probablement décisif pour moi, c'est qu'il a écrit la préface. Et c'était d'ailleurs très intéressant parce qu'il faisait en même temps la préface de Jérusalem de Mendelssohn, donc 18e siècle, et la préface du livre de Stéphane Moses, L'Étoile de la Rédemption, Rosenzweig le 20e. Et c'était un des seuls à avoir cette overview, cette espèce de géographie extraordinaire du judaïsme allemand. Et nous, après, on n'a eu qu'à plonger. Bon, puis après, j'ai rencontré Gershom Scholem. Après, vous rencontrez des... Vous avez rencontré personnellement Gershom Scholem? Bien évidemment, plusieurs fois. Avec lui? J'ai pas travaillé avec lui parce que d'abord, sa spécialité, c'était la Kabbale. C'était pas du tout mon truc, mais je l'ai rencontré 2 ou 3 fois. C'était quel type d'être humain? Alors, pour des gens comme de ma génération, un type délicieux. Pour les autres, c'était épouvantable. Pourquoi? Parce qu'il était d'une arrogance insupportable. Ah oui. Et avec ses collègues, c'était un type castigateur, menaçant. Une condescendance judéo-allemande, un peu? Non, pas judéo-allemande, de mandarin, de berlinois. En disant tout ça, ça va bien un moment, mais bon, il vient de Munich. Ah, monsieur est hongrois. Oui, il y a des juifs aussi en Hongrie. Et puis alors d'ailleurs, il y a qu'à lire, même encore aujourd'hui, ses souvenirs. Et puis, mettez-vous YouTube, quand je suis déprimé, ce qui m'arrive rarement, j'ai un CD. Il a un allemand absolument incroyable. Avec vous, il parlait quelle langue? Allemand. Ich stamme aus einer alte Druckerfamilie und je saurais ça par cœur. Une fois d'ailleurs, j'ai failli faire le coup à mes étudiants. J'avais un séminaire à faire sur Scholem. On a fait 6 mois. Et j'ai dit, écoutez, pour la première fois, puis je voulais pas qu'ils me virent en disant, mais ce mec, il est peut-être sympa, mais il est paresseux. J'ai dit, mais on va mettre le CD, et puis on va s'asseoir. Et puis vous allez écouter ce que c'est. Parce que c'est vrai que ça, dans la culture allemande, j'ai assisté à une de ces conférences à Wolfenbüttel, dans une salle de Bible, 5000 exemplaires de la Bible. C'était Bruce Springsteen, c'était inimaginable. Et les gens à côté de moi, ils m'ont dit, vous vous rendez compte, Bourrel, vous êtes français, vous savez pas ça. Mais nous, voilà ce qu'on nous a enlevé. Voilà ce qu'on nous a enlevé dans l'allemand déjà. Alors l'autre, c'était une star. À cette époque-là, il avait 80 ans. Donc il y avait les blagues berlinoises, les choses comme ça. C'était une montagne. Il y avait sa femme qui était là lors d'un dernier colloque à Wolfenbüttel et il voulait rester, boire des bières avec les étudiants. Das ist ja fantastisch, Herr Professor. Können wir darüber reden? Et sa mère était là. Elle l'appelait Gerhardt. La mère de Gershom Scholem? Non, sa femme. Ah, sa femme. Madame Scholem, elle l'appelait Gerhardt. Ah oui. Pas Gershom. Mais non. Ouais, donc, elle était restée en Allemagne, dans sa tête. Évidemment. Ouais. Et la fin, quand je suis allé la voir après la mort de Scholem, de nouveau, on parlait allemand. Et d'ailleurs, dans ces maisons de vieux, en Allemagne, j'habitais le CNRS que j'ai dirigé pendant 8 ans à Jérusalem, était juste à côté d'une maison de vieux, qui s'appelait Beth Moses. Et là, naturellement, tout le monde parlait allemand. Les enfants aussi parlaient l'allemand pour parler avec leurs parents. Bon, tout ça, c'est fini aujourd'hui. Absolument. Absolument. Enfin, il y a quand même les enfants des enfants. Oui, mais il y a quand même les gens. Plus allemand. Ah, ça dépend, ça. C'est pas tout à fait sûr. Hein. Justement, on parlait de l'Amérique du Sud tout à l'heure. Les gens, ils ont des bourses, ils vont à Göttingen, ils savent que les grands-parents ont parlé allemand. Les grands-parents ont fait pour la première fois un voyage en Allemagne, non pas pour voir les enfants, parce que là, c'était faire Botten, mais voir les petits-enfants qui habitaient Berlin pour faire une thèse de maths ou quelque chose comme ça. Mais il y a à nouveau des Juifs qui parlent allemand. Bien sûr, absolument. Dont des Israéliens, voilà, etc. Absolument, et très bien l'allemand même, comme parlaient les Juifs. Oui. Vous savez, il y a cette blague extraordinaire de Ernst Simon qui rentre à la maison de chez lui, qui était aussi avec Arbre de Noël à la maison, donc c'était un ami de Martin Buber, et il revient chez lui et il dit, je comprends pas parce qu'il a dit que j'étais juif, et alors le père lui dit, tout ça se passe avec des gosses de 6 à 7 ans, hein. Et alors le père lui dit, oui, t'as raison, ton copain a raison, on est juif, mais demande à ton copain comment ses parents sont arrivés à cette question. Et alors le gars, il dit, t'as raison, on est juif, mais mon père voudrait savoir comment tes parents se sont doutés. Et le père du goy répond en disant, les gens qui récitent bien des poésies sont des juifs.
C'est dans l'autobiographie de Ernst Simon. C'est des trucs que vous pouvez pas inventer. Die Leute, die gute Gedichte. Ça veut dire quoi, ça? Eh ben tout. Ça veut dire ceux qui font des Gedichte et des machins, et ceux qui parlent bien l'allemand aussi, sont des juifs. Je vous ai entendu chez Laure Adler, dans une émission chez Laure Adler. Vous disiez que dans la passion judo-allemande, il y a un indicible, il y a un secret. C'est vrai. Il y a un secret, mais il y a aussi le secret qui est partagé, c'est le secret du monde juif. C'est le secret du judaïsme. Alors c'est vrai que les gens disent ouais c'est des trucs pour goyim ou c'est de la métaphysique ou etc. Vous avez là quelque chose dont on n'arrive pas à rendre compte, même quand on a l'histoire, la philo, l'histoire des maths, la médecine, tout ça, on a un nombre. Tout ça, vous avez un nombre d'explications là-dedans et il reste quelque chose. Et en plus, c'est pas tout à fait vrai quand on dit ça s'est effondré, ça n'existe plus. C'est pas vrai, c'est toujours comme le reste d'Israël. Qu'est-ce qu'on a fait dans les universités américaines ? C'est pour ça que j'étais fou furieux quand on a vu l'état des universités américaines aujourd'hui. Mais est-ce qu'on leur a dit que ces universités n'auraient pas existé sans l'émigration? Pas obligatoirement l'émigration juive d'ailleurs. Beaucoup l'émigration juive. Je suppose que vous avez, moi je vais très rarement au cinéma, mais j'ai vu ce film extraordinaire sur Oppenheimer où il y a un type qui parle allemand, qui parle anglais, c'est le militaire. Les autres, c'est tous des émigrés. À commencer par Oppenheimer. Ça a l'air de vous mettre en colère. Ah ben là, ce qui s'est passé pour ça, mais je veux dire, sinon ce serait des universités de province. Enfin, vous rigolez. Donc c'est la dette due aux juifs et aux émigrés. Absolument. Quand je vous ai sollicité pour Presque Juif, vous m'avez dit que si vous aviez le temps, si vous aviez la force, le courage, après le 7 octobre, vous écririez un texte qui s'appellerait « Les Juifs ne sont pas des Arumbaya ». Oui, c'est vrai. Ça veut dire quoi, ça? Mais parce qu'on les traite comme si c'était... On dit justement 67, c'était pas bien, 48, c'est une ânerie. Et donc, on dit, attendez, mais c'est pas un peuplade inventé, c'est pas des gens simplement symboliques qui sont l'exemplaire de la finitude humaine, etc., etc. C'est ça aussi, mais c'est aussi des gens comme vous et moi, comme les types qui manifestent, d'autant plus que quand vous faites l'analyse de tous ces mouvements critiques de la société, il y a un effet curiel que les gens connaissent pas, un coup sur deux, c'est des juifs qui sont dans les mouvements de résistance, dans les mouvements de libération, et tout d'un coup, il suffit de les lire d'ailleurs, de lire par exemple Martin Luther King, où il raconte aussi, il était entouré de juifs, il travaillait avec les juifs, etc. Donc c'est ça le problème, c'est que ce qu'on n'arrive pas à désigner, et parce que c'est catastrophique, c'est ça, c'est en disant, c'est pas justement une peuplade comme les autres peuplades. Il y a quelque chose d'irréductible. Il y a quelque chose, absolument. Ils aiment pas eux-mêmes quand d'ailleurs c'est pas rigolo. Comme disait Heisenberg dans une phrase qui était pas très rigolote, mais qui était quand même vraie, en disant c'est le peuple élu, mais en ballottage. Et c'est une belle image, c'est une belle image. Mais alors, vous êtes dans une position qui peut être un peu déroutante pour certains, parce que vous êtes plongé dans le milieu juif du matin au soir depuis 50 ans. Et pourtant, vous restez sur le seuil. Est-ce que ça arrive que les gens pensent que vous êtes juif? Oui, bien sûr. En permanence même. Surtout là-bas. En Israël? Oui. Quand vous dites là-bas, c'est en Israël? En Israël, absolument. Écoutez, je vais vous raconter, mais j'ai dû la raconter déjà plusieurs fois. Il est arrivé, donc mon patron aux États-Unis, c'était Yosef Yerushalmi. Quand vous avez une donc un des plus grands historiens juifs du XXe siècle. Que je connaissais pas, bien évidemment, avant. C'était mon responsable, donc j'ai assisté à son séminaire et j'ai passé un an dans son centre, qui n'était pas encore un centre d'études juives, d'ailleurs, qui s'appelait Near Eastern Languages and Civilizations. Comme vous savez, mon ami Eric Vigne, on l'a traduit en français, il est devenu une star, il est venu très souvent à l'école des hautes études, etc. Il enseignait dans un français impeccable. Et un jour, peu de temps avant sa mort, il me dit, Dominique, il y a des bruits qui circulent sur toi. Alors là, j'ai dit, merde, qu'est-ce que c'est ça? Alors j'ai dit, écoute, c'est que j'aime Johnny Hallyday, que j'aime le rock'n'roll, que je bois volontiers du champagne, etc. Il me dit, non, il paraît que tu n'es pas juif. Alors ça, c'est pas du tout un bruit. Ça, alors c'est vraiment du sûr, du Tachles, du Sach selbst. Et il me dit, mais vous me l'avez jamais dit. Ah, il croyait que vous étiez juif. Voilà. Je lui dis, mais Joseph, vous me l'avez jamais demandé. Et donc, c'est pour ça, il me dit, voyez, tu vois comme on est malade. On peut pas penser une seule chose. Je lui dis, vous posez jamais la question avec vos copains tibétologues, arabisants, spécialistes du Tchad. Jamais vous lui demandez si le mec est musulman ou si le type est bouddhiste ou pas. Et alors là, il a dit, tu vois comme on est malade. On peut pas s'imaginer une seule seconde que quelqu'un qui fasse ça. Et pas de... Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que absolument, vous êtes juif. Absolument. En plus, vous parlez parfaitement hébreu. C'est pour ça, c'est rigolo, parce que de temps en temps, dans les dîners en ville, très vite, il y a quand même quelqu'un qui le dit.
Mais oui, pour pas que j'entende des énormités. Attention, il y a un goy dans la salle. Ça va pas, là. Allez-y, mollo. Vous avez pensé un jour à rejoindre ce peuple, à vous convertir? Jamais. Pourquoi? Parce que je pense que ça, c'est... Alors, vous savez, dans ces cas-là, il y a les deux réponses. Alors, j'ose pas la faire, c'est celle de Lustiger que je déteste, en disant, je suis d'autant plus un bon chrétien que je suis parti du judaïsme ou le lycée de Versailles, ou bien, j'ai trop peu de religion pour en changer. Ça, c'est ce que disait Heine, qui pourtant s'était converti, pour avoir un poste, et ça a raté. Parce qu'en plus, là-bas, à Jérusalem, j'étais très lié avec des chrétiens, avec le père Marcel Dubois, qui était le patron du département de philo. On va quand même le faire. Il y a un dominicain, pur sucre. Alors lui, il s'appelait ni Rosenzweig, ni Stockenstock und so weiter. Il s'appelait Dubois. C'est son vrai nom. Que d'habitude, quand un type me dit, je m'appelle Dubois, je dis bon alors ok. Comment tu t'appelais avant? C'était un vrai dominicain de la province, je crois, de Toulouse, et qui était après très lié avec Shlomo Pinès et qui est venu dans les années même avant 67, qui est venu en 64, 65, et donc j'étais souvent dans ces milieux-là. Et les rares fois où j'allais à la messe et où je vais même encore à la messe, c'est dans la communauté de langue hébraïque à Jérusalem, qui au début était faite de convertis, ce que j'aimais pas beaucoup, mais en réalité maintenant vous avez tous les latinos, vous avez tous les gens qui viennent là. Les gens, ils veulent donc la messe se fait en hébreu? Absolument, dans un hébreu impeccable, et le curé... Ça doit ressembler à la tefila en fait, absolument. À la prière juive. D'ailleurs, une fois, je me suis retrouvé à Abou Ghosh en train d'écouter quelque chose en hébreu, et alors il y avait un voisin qui dit, et alors c'était l'évangile, c'était un texte chrétien en hébreu. Et le juif qui était à côté de moi, qui était pas du tout dans ces eaux-là, qui était un des high-techim ou quelque chose comme ça, il disait, tiens, vous avez ça, vous aussi? Mais bien évidemment, c'est la même chose. Et mon patron de thèse, Pierre Chaunu, qui était protestant, qui était un homme tout à fait extraordinaire, un jour, il m'a dit, oh, écoutez, Bourrel, finalement, les évangiles, c'est du midrash, non? Vous êtes d'accord avec ça? Absolument, je suis absolument d'accord. La dernière fois que je suis venu chez vous, c'était autour de Noël même, il y avait une crèche. Ah ben bien sûr, non mais c'est de là qu'on vient, c'est de là que je viens. Vous êtes resté un chrétien? Mais absolument. Pas forcément très religieux? Non, pas du tout, pas fort. Bah oui, je suis un mauvais catholique, comme tous les catholiques. Voilà. Je suis divorcé, alors regardez déjà. Vous êtes marié à l'église? Ah, la première fois, oui, bien évidemment. Oui. Mais vous vous retrouvez dans cette définition que tout j'ai à fait, donnée ça là, me un gêne. peu de compagnon de route du peuple juif? Oui, absolument, c'est tout à fait ça. Alors il m'arrive le plus souvent, mais surtout quand on rentre en ce moment à Paris, d'être obligé de les défendre, même de manière véhémente, mais j'ai pas du tout ça m'a jamais posé de problème, mais pas une fois Manitou avec un sourire m'a dit bon ben alors vous allez vraiment vous convertir. Je dis vous plaisantez. Genre de quoi vous parlez? Pourquoi vous voulez que je me convertisse? Vous avez l'impression que ça en agace certains parfois cette position sur le seuil, ni juif ni goy. Ils ont la gentillesse de pas le dire. D'accord. Okay. Donc ça vous a jamais mis dans des situations gênantes? Absolument, pas du tout. Pas du tout. Et au contraire, quand il y a quelqu'un qui me gonfle un peu trop à cause de ça, je dis écoutez, venez chez moi à Jérusalem et on va continuer cette discussion en hébreu. Donc généralement, le type change de figure. Et d'un autre côté, vous avez dû faire des seder, vous avez dû faire des Rosh Hashanah, vous avez dû vous retrouver à la synagogue de temps en temps. Bien évidemment, parce que le premier mari de mon épouse était un fils de rabbin. Cette histoire de rabbin allemand. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours du métissage. Vous comprenez ? C'est toujours la symbiose. Je me dis, mais comment ça se fait que ce type parle allemand? Mais parce que mon père était rabbin à Berlin et on est venu là. Ah ben, je dis, là, ça va déjà mieux. Vous êtes dans votre élément. Voilà, absolument. Toutes les cultures sont comme ça. Certains juifs n'aiment pas quand on dit ça. Mais le christianisme aussi. Je crois pas, moi, aux choses qui ne soient pas métissées. Et d'ailleurs, maintenant, vous voyez, c'est très intéressant quand vous regardez la recherche et la Forschung en Israël, les études sur le Zohar et tout ça. Maintenant, on dit, mais il y a du christianisme de tous les côtés. Alors, on nous a dit pendant longtemps, le Chouraki en a rajouté un peu, Yehoshua de Nazareth, calme-toi. Mais c'est très intéressant, ça, et c'est vrai. C'est bien évidemment évident. Alors ça, je me suis demandé en préparant cet entretien si ce milieu dans lequel vous avez grandi, qui est quand même un milieu de réconciliation franco-allemande, finalement, vous n'avez pas fait un peu la même chose aussi? Vrai, absolument. Non, vous avez tout à fait raison. En vous focalisant sur la symbiose judéo-allemande. Absolument. Et les gens que j'ai rencontrés pour faire ça, encore une fois, sont souvent des gens qui savent l'allemand, qui viennent de là, etc., etc. Pas tout à fait. Déjà, on vient de parler de manière, non pas en galéjale, l'université de Jérusalem.
C'est une université allemande. Bien sûr, Au début, tout bien le monde sûr. le savait bien. L'idée d'université, je veux dire. Là, du coup, il suffit de relire Humboldt, Schleiermacher et des choses que vous connaissez bien. C'est une idée allemande. C'est-à-dire, Israël est un enfant de l'Allemagne, finalement. Absolument. Et là, il faut pas se tromper, pas le sionisme. C'est là où on essaye toujours de nous dire, oui, mais s'il n'y avait pas eu la Shoah, ça c'est en plus des constructions. Mais là, une grande partie de la culture israélienne, en tout cas de cette culture intellectuelle de l'université hébraïque, etc. Et quand Pas le sionisme politique, mais le sionisme culturel. Voilà. Et quand on nous dit, mais oui, mais c'est américain, je lui dis, mais t'as vu la tête de tes Américains qui sont des élèves de George Mosse? Ah oui, il vient du Wisconsin. Je lui dis, mais quoi? Ce Wisconsin qui vient de Charlottenbourg, mais tu joues avec qui là? Qu'est-ce que ça change que les Juifs existent? C'est le seul accès, en tout cas pour les gens, pour l'Europe, à la transcendance. Sinon, ça n'existerait pas. Je dis toujours, c'est une marque de transcendance. Comme Jean-Sébastien Bach. Moi, je fais partie des gens qui passent pas une journée sans écouter une cantate de Bach. Et j'ai appris d'ailleurs l'allemand dans les cantates de Bach. Et quand il y avait le confinement, vous les avez, là, il y en a quelques-uns qui sont esquintés. Et j'ai écouté toutes les cantates de Bach de nouveau. Et les Juifs aussi, alors? Non, mais c'est un accès à la transcendance. Absolument. Pourquoi? Ça, alors on rentre dans les... Parce que justement, peut-être parce qu'ils se font pas d'image. Voilà, j'ai encore un truc absolument incroyable qui est malheureusement apocryphe, mais je vais le trouver. Il y a une fois un type qui se présente à Einstein et qui dit, écoutez, cette histoire de peuple juif qui à la bourrelle, là, c'est bac plus 15, il va falloir arrêter. Est-ce que quand vous voyez une copie, vous voyez une démonstration mathématique, vous savez qui est juif et qui est pas juif? Ouais. Einstein répond, il y a rien de plus facile. Quand le type passe par la géométrie, c'est un goy. Quand le type passe par l'algèbre, c'est un juif. De ton Dieu, tu ne te feras pas d'image. Où est-ce que vous pensez vous faire enterrer, Dominique Bourrel? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Vous êtes un peu coincé, là. Oui, c'est vrai. Oui. Enfin, c'est plutôt les gens qui m'entourent qui sont coincés, parce que moi, ça sera plus. Pour moi, ce qui est plus important, c'est de savoir à qui je vais donner ma bibliothèque. Mais oui, je m'en fous. Vous êtes quand même très attaché à Jérusalem. Mais bien évidemment. Vous êtes parisien. Mais bien évidemment. Il y a l'Allemagne. Oui, mais enfin, le caveau de famille, parce que dans la bourgeoisie française, catholique, il y a les caveaux de famille. Alors, il est où le caveau de famille? Il est à Voiron, dans l'Isère, là d'où on vient. Et il y aura une messe à votre enterrement? Oh, il y a des chances, oui. En tout cas, une messe. En tout cas, j'espère on ira tous au paradis. Il y aura du Polnareff. Et j'espère qu'il y aura un endroit, un moment où les gens pourront prendre une petite coupe ensemble, quoi. Vous avez consacré tellement de temps à ces juifs heureux. Vous avez passé tellement de temps à montrer qu'il y a des juifs heureux. Vous, aujourd'hui, vous êtes un presque juif heureux. Oui, c'est vrai. On peut le dire. Mais c'était facile pour moi. Quand vous êtes directeur de recherche au CNRS, qu'il vous est pas arrivé de drame, que vous n'avez pas enterré d'enfants, ni de femmes, vous savez, dans ces cas-là, il faut quand même hiérarchiser. Pourquoi est-ce que les gens détestent les juifs? Ça, c'est une bonne question, alors. J'en sais rien. C'est des cons. Pas les juifs, mais les gens. Non, je sais pas. Ça, je peux pas vous dire. Parce que l'explication par la jalousie, par tout ça, ça tient pas. Même René Girard, là, son histoire de taureau qu'on immole, voilà, du mimétisme, de tout ça, etc. Je viens de me taper une grosse biographie sur lui de 1000 pages. On a des tas d'explications, mais que je trouve pas, moi, satisfaisantes, si vous voulez. Alors, et la dette chrétienne aux juifs? Ça, certainement. Ça, c'est le père et le fils. Il y a un truc, il y en a un de trop. Ou le grand frère, le petit frère. Voilà, absolument. Non, ça peut-être. En disant pourquoi ils existent encore, quoi. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais personne de chrétien aujourd'hui se demande ça. Vous comprenez? Faut être honnête. Merci Dominique Bourel. Bon, je vous en prie, c'est un plaisir. Bon, très bien. Faites ce que vous voulez. Bon, c'est l'heure de l'apéro, là. Non? Ou... je crois. Hein? Presque juif, une production Academ. Conception et présentation, Ruben Onigman. Prise de son et montage, Isaac Payon.